Certaines personnalités sont faites d'un bois particulier. À gauche, à droite, elles inspirent immédiatement le respect. Il y a même un consensus sur ce plateau entre les deux Éric. Régis Debray a eu 1000 vies. Écrivain engagé, révolutionnaire en Amérique latine, conseiller en Mitterrandie et plus tard éjecté du camp progressiste, inventeur de la médiologie. Il est un solitaire ironique, un mécontemporain, un républicain contre les démocrates. Voici Régis Debray. Bonsoir Régis Debray. Nous allons ensemble parler de votre livre. Allons au fait. Mais auparavant, voici votre anti-portrait par Dimitri Kefelec. Vous avez essayé de correspondre à l'image que les autres se faisaient de vous? Fatalement, on dirait que j'ai eu une image avant d'exister. C'est ça le problème, parce que bon, je suis tombé prisonnier, il s'est construit une légende, une sorte de mythe. Régis Debray, votre vie est une odyssée. Compagnon de Che Guevara en Bolivie dans les années 60, vous avez été arrêté et passé à tabac par les forces gouvernementales du pays. J'ai fait ce que tout journaliste devrait faire, ce que vous tous vous devriez faire maintenant, c'est-à-dire aller dans la montagne et parler avec les guerrilleros. Et si vous êtes de gauche en plus, monsieur, c'est votre devoir. Condamné à 30 années de prison et finalement libéré au bout de 4, vous aviez auparavant acquis la confiance de Fidel Castro dont l'oreille vous était toujours attentive. Le leader Máximo vous avait d'ailleurs publiquement témoigné sa confiance. Régis Debray, que nosotros estamos seguros, porque hemos visto la actitud de Debray, porque hemos visto su formidable defensa, el valor y la entereza con que desenmascaró a los que lo juzgaban. Vous conseillerez aussi le président chilien Salvador Allende, renversé par Pinochet avec le soutien de la CIA en 73. Régis Debray, vous avez toujours combattu l'impérialisme, vous n'êtes pas atlantiste. J'avoue que l'Amérique, comme puissance mondiale, comme empire, comme arrogance et parfois comme violence, je n'aime pas. Et je continue de ne pas aimer. Parfois, son anti-impérialisme est peut-être un peu trop unilatéral, tourné plutôt contre l'Amérique que contre d'autres formes d'impérialisme. Si vous portez toujours la révolution dans votre cœur, vous avez ensuite conseillé François Mitterrand et écrit plusieurs de ses discours. Après le Front populaire et la Libération, la majorité politique des Français vient de s'identifier à sa majorité sociale. Car aujourd'hui, Régis Debray, vous n'êtes plus aussi radical. Je n'aime pas du tout l'exhibitionnisme. Je n'aime pas la provocation, sur quoi je ne suis pas gauchiste d'ailleurs. Régis Debray est l'un des rares qui considère que le réel est plus important que les idées et que les idées sont au service du réel et pas l'inverse. Je crois que c'est son goût de la liberté, la passion de la vie qui l'ont éloigné d'un régime, le régime castriste qui n'a pas été tendre avec les droits humains. Plus proche de Jaurès que de Valls, c'est selon vous la nostalgie qui pousse en avant les hommes d'action. Régis Debray, vous n'êtes pas court-termiste. C'est un homme cultivé, qui a le sens de l'histoire et qui a la culture historique également. Il faut penser historiquement les choses et Régis Debray le fait. Homme d'action, mais aussi homme de lettres, bien sûr. Je tiens Régis Debray pour un très bon écrivain. On reconnaît son style tout de suite, on reconnaît son écriture tout de suite. 3-4 phrases et vous savez que c'est du Régis Debray. Plus de 70 livres à votre actif. Vous publiez aujourd'hui Allons au fait, dans lequel vous clarifiez le sens des faits historiques et religieux. C'est pour toutes ces raisons, Régis Debray, que nous tenions absolument à vous inviter. Régis Debray. Bon alors vous publiez donc ce nouveau livre, Allons au fait chez Gallimard. Éric, vous aviez une petite question avant de commencer le débat. Oui, celui qui vous appelle Debray est mort. Vous avez été témoin et acteur des débuts de la révolution castriste. Ensuite, vous avez été seulement témoin de la dérive autocratique. Est-ce que vous parleriez de bilan globalement positif pour le castrisme? Globalement positif, vous avez compris que j'utilise cette expression à dessein. Oui, écoutez, je n'emploierai pas ces mots parce que le castrisme désigne une idéologie ou un régime politique. Et moi, si je me suis un peu brouillé avec Castro, je suis resté très proche de Fidel, et même fidèle à Fidel. Et Fidel était bien mieux que Castro. Je suis très étonné de toutes les caricatures qu'il y a en ce moment en France sur lui. Et
le fossé culturel entre l'Europe et l'Amérique latine me semble patent, parce que je constate que tous les chefs d'État de droite ou de gauche tiennent à escorter l'urne funéraire de Fidel, que ce soit Santos le Colombien ou Lula le Brésilien. Donc la réduction du caudillo au tyran et du leader Maximo à l'icône me semble être vraiment une erreur. Fidel était très captivant, vous savez, étonnamment cultivé, ouvert, curieux de tout, attentif, affectueux, et il se moquait un peu du castrisme. J'avais parfois l'impression qu'il n'aimait pas beaucoup le régime dont il était la tête. Mais est-ce qu'on peut oublier le tyran pour autant, même après sa mort? Ce n'est pas le mot que j'emploierais. Je crois qu'il y avait chez lui à la fois Robin des Bois et le prince de Machiavel. Générosité d'un côté, cruauté de l'autre. Vous savez, ce qu'on appelle la complexité. Et cette complexité, nous la comprenons mal. Disons que les hommes à cheval ont une autre histoire que les hommes de chiffres. Et Fidel appartient à cette tradition des hommes à cheval. Alors, qu'ils soient restés un peu trop longtemps au pouvoir, c'est évident. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. J'ai été son familier toute une année, 66, et je suis resté son interlocuteur jusqu'en 89, procès Ochoa. Là, il y a eu divorce et brouille. Vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien, que la logique totalitaire communiste a même emporté le Fidel, comme vous dites, presque malgré lui. Est-ce que c'est ça que j'ai bien compris? Tout de même, pourquoi vous ne parlez pas du plan Condor? Pourquoi vous ne parlez pas des dictatures militaires? Pourquoi vous ne parlez pas des assassinats en série que les États-Unis ont organisés pendant 20 ans en Amérique latine? Bon, je pense que... attendez, j'ai rien dit pour l'instant. Donc, Non, mais je vois déjà votre sous-entendu. Mais écoutez, on n'est pas là pour parler de ça. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je ne vous dis pas que les Américains n'ont pas mis des tyrans à leur place. Le fameux mot de Reagan, c'est un salaud, mais c'est le nôtre. Je ne vous dis pas qu'ils n'ont pas exécuté des gens. Je ne vous dis pas qu'ils n'ont pas fait un parcours. C'était Roosevelt sur ce mot-là. Ah, bah moi, on m'a raconté que c'était Reagan. Non, c'était Roosevelt. C'est un fils de pute, mais c'est notre fils de pute. Voilà, exactement. Bon, très bien. Mais alors, je vous dis ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas qu'il y a une logique totalitaire communiste qui emporte tout. Vous nous dites que Fidel était très sympathique, je n'en doute pas. Qu'il était très chaleureux et cultivé, je n'en doute pas. Donc c'est bien ce que je dis. Malgré lui, il y a la logique qui l'emporte. Au-delà des États-Unis. Moi, je veux bien. Oui, effectivement. Voilà, c'est tout ce que je disais. Il y a un système qu'il a mis en place, poussé par la bêtise américaine, qui, dès 61, a rompu les relations. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai pris le dernier avion de Miami à La Havane en 1961. La bêtise impériale a joué la politique du pire. D'accord. Et le pire est arrivé.